Le claquement résonna dans le bistrot comme un coup de feu, et pendant une fraction de seconde, tout le monde se figea. La joue burinée du vieil homme portait l'empreinte rouge des doigts, mais ses yeux clairs ne vacillèrent pas. Il avait survécu aux montagnes glacées de Corée où les morts étaient plus nombreux que les vivants, où le sang des hommes gelait avant de toucher la neige. Ça, ce n'était rien. Ce que le jeune ancien combattant ignorait, ce que personne dans ce bistrot de petite ville ne savait, c'était que dans 72 heures, 6 motards en cuir débarqueraient en ville et que le fils brouillé du vieil homme reviendrait enfin à la maison après près de 4 décennies de silence. Les mains de Guillaume Carpentier tremblaient légèrement lorsqu'il tenait la croix de guerre ce matin-là. Le métal froid contre une peau qui se souvenait d'un froid différent. Le genre de froid qui tuait et transformait les hommes en sculptures de glace sur les collines coréennes. Décembre 1950 revint sans prévenir. Le tonnerre de l'artillerie sur les champs de neige, les cris des tirailleurs mourants, le verrou de son fusil gelé quand il en avait le plus besoin. Un coup de klaxon à l'extérieur de sa petite maison le ramena au présent. Il remit soigneusement la médaille dans sa boîte, à côté de la Légion d'honneur enveloppée dans un tissu que sa défunte épouse avait brodé, celle qu'il n'exposait jamais. La lettre du président de Gaulle était en dessous, le papier fin à force d'âge et de manipulation. « Encore un matin », murmura-t-il à la pièce vide. À 81 ans, ses habitudes étaient gravées dans le marbre. Debout à 6h30, rasé avec le même rasoir depuis 1953, habillé avec une précision militaire. Aujourd'hui, il portait le cardigan en laine que Marguerite lui avait offert ce dernier Noël avant que le cancer ne l'emporte. Dehors, la ville de Moulins portait son déclin économique comme un costume mal taillé. Autrefois soutenue par les aciéries, elle survivait désormais grâce aux souvenirs et à l'entêtement. Sa berline de 1989 démarra sans problème, l'horloge du tableau de bord indiquant 8h05, pile à l'heure. Le bistrot de la Victoire occupait le coin de la rue principale et de la rue de l'Usine, son enseigne au néon présentant des lettres manquantes mais brillant toujours d'une fierté défiante chaque matin. Il se gara à sa place habituelle, la 3e, à partir de la gauche, d'où il pouvait voir à la fois l'entrée et la rue. Vieilles habitudes d'une guerre qui ne s'était jamais vraiment terminée dans son esprit. Rosalie servait le café là-bas depuis 40 ans, ses cheveux blonds étant désormais argentés mais son sourire inchangé. « Bonjour Guillaume », lança-t-elle lorsque la clochette tinta. « La même chose que d'habitude ?» Il acquiesça, s'installant dans sa banquette d'angle. Le repas avait un nom, le spécial Marcel, du nom de l'opérateur radio qui était mort à ses côtés en Corée. Il s'était promis dans un trou à renard gelé que s'ils survivaient, ils ouvriraient un endroit ensemble. Marcel n'a jamais vu Noël 1950, mais Guillaume a tenu cette promesse à sa manière, en commandant le même petit déjeuner tous les matins pendant des décennies. Ses yeux dérivèrent vers les photographies sur le mur. L'équipe de football du lycée de Moulins 1948, son retour de Corée en 1953 et une photo fanée de 1984 le montrant à côté d'un adolescent aux yeux en colère et à moto. Daniel, son fils aîné. Le café avait un goût amer ce matin-là. À l'autre bout de la ville, Jacques Morin claqua la porte de son appartement avec une force suffisante pour faire trembler les murs. L'avis d'expulsion était froissé dans son poing, le 3e ce mois-ci. Son 2 pièces du côté et n'était pas grand-chose. Mais c'était tout ce que l'Afghanistan, le divorce et l'alcool lui avaient laissé. À 38 ans, son visage portait trop de kilomètres pour son âge. Ses cheveux restaient courts, coupés à la militaire par habitude. Le tatouage de chasseur alpin sur son avant-bras s'estompant comme son sens du but. Il ignora la pile de factures, attrapant son reflet dans la porte du micro-ondes. Non rasé, les yeux cernés, un fantôme du soldat qu'il avait été. Son téléphone vibra. Le service des ressources humaines de l'usine,
appelant probablement au sujet de ses 3 absences injustifiées. Ce travail à la chaîne avait été sa bouée de sauvetage après sa 3e mission, un travail abrutissant qui payait les factures et ne demandait rien à son âme. Maintenant, même cela était parti. Le flacon de médicaments était posé sur sa table de chevet, des pilules contre le SSPT qui rendaient tout flou. Il avait cessé de les prendre régulièrement il y a des semaines. Les cauchemars revinrent immédiatement, des rediffusions vives de l'embuscade dans le Haut-Karabagh, l'engin explosif improvisé déchirant leur véhicule, le capitaine Carpentier criant des ordres tandis que le sang imbibait son uniforme, le visage de Durand juste avant la fin. Les mains de Jacques tremblèrent alors qu'il avalait une pilule sèche. Il avait besoin de café, de nourriture, de quelque chose pour émousser les bords de son monde en train de s'effondrer. Le bistrot de la Victoire était à 5 pâtés de maison. Guillaume était à la moitié de ses œufs lorsque la cloche tinta à nouveau. Le silence qui tomba le fit lever les yeux. Jacques se tenait dans l'embrasure de la porte, sa veste froissée, ses yeux scrutant avec la vigilance d'un ancien combattant. Guillaume reconnut immédiatement ce regard. Il l'avait porté lui-même pendant des années après la Corée. Le regard du jeune homme croisa brièvement le sien, puis s'éloigna alors qu'il se dirigeait vers le comptoir. « Bonjour, Rosalie ?» La voix de Jacques était rauque. « Juste un café. » Noir. Le sourire de Rosalie se crispa alors qu'elle servait. 1,75 €. Jacques tâtonna dans son portefeuille en sortant un billet de 5 € froissé. « Est-ce que je peux avoir des œufs aussi? Et du pain grillé ?» « Ça fera 8,95 € au total, Jacques. Les prix ont augmenté le mois dernier. » Le jeune homme se raidit. « 8,95 € pour des œufs et du pain grillé? Vous plaisantez? C'est sur le nouveau menu? Je suis désolé. » Alors que Jacques fouillait dans ses poches, en sortant de la monnaie et des peluches, la frustration monta visiblement. Guillaume observa avec une inquiétude silencieuse, reconnaissant un homme au bout du rouleau. « J'ai 3 € ici, » dit finalement Jacques, la voix s'élevant. « C'est tout ce que j'ai. Je suis désolé, Jacques, mais... » « Mais quoi ?» Sa voix résonna. « Mais je devrais payer le prix fort, alors que cet endroit coule comme tout le reste dans cette ville. Ou peut-être que je devrais avoir faim parce que la Sécu traite toujours ma demande d'invalidité après 3 ans. »« Mon garçon, » dit Guillaume calmement, « ça suffit. » La tête de Jacques se tourna brusquement vers la banquette. « Qu'est-ce que vous m'avez dit, le vieux ? » ?»« J'ai dit que ça suffit. » La voix de Guillaume resta calme. La dame fait juste son travail. Pendant un instant, Jacques sembla prêt à reculer. Puis, ses yeux captèrent quelque chose dans le portefeuille de Guillaume sur la table. Une photographie d'un jeune homme en treillis de combat moderne. « Quoi, vous avez aussi un petit soldat ?» Sa voix devint moqueuse. « Laissez-moi deviner. Un vrai héros français, pas comme le reste des ratés. » L'expression de Guillaume ne changea pas, mais quelque chose se déplaça dans ses yeux. « Mon fils était capitaine, régiment parachutiste. Il n'est pas revenu. » Le bistrot devint incroyablement silencieux. Jacques aurait dû s'arrêter, mais la douleur et la colère avaient leur propre élan. « Eh bien, peut-être qu'il a eu de la chance, » dit Jacques. « Mieux vaut ça que de rentrer à ça. » Le souffle collectif sembla aspirer l'oxygène de la pièce. Guillaume se leva lentement, ses mouvements délibérés, une vie de discipline évidente. Jacques se leva aussi, plus jeune, plus fort, alimenté par la rage. Avant que quiconque puisse intervenir, il réduisit la distance en 3 enjambées. « Ne me regardez pas comme ça, » grogna Jacques. « Vous ne me connaissez pas, votre génération l'a eu facile, rentrée avec des défilés et des retraites. Nous n'avons rien eu d'autre que des merci vides et des formulaires qui ne sont jamais traités. » Guillaume ne broncha pas. « Vous êtes en colère, vous avez le droit de l'être. Putain oui que je suis en colère, et j'en ai marre de vous, les dinosaures de la guerre d'Indochine, qui nous jugez. » Le claquement résonna dans le bistrot. La paume de Jacques entra en contact avec la joue de Guillaume avec une force suffisante pour faire tourner la tête du vieil homme, laissant des empreintes rouges sur sa peau pâle. Le temps s'arrêta.
La cafetière de Rosalie s'écrasa sur le sol. Personne ne bougea. Guillaume leva lentement une main vers son visage, touchant la marque brûlante avec des doigts doux. Un véritable choc s'inscrivit brièvement, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la violation elle-même. Le bistrot retint son souffle, attendant la violence. Mais Guillaume avait enterré de meilleurs hommes que Jacques quand il était plus jeune que Jacques ne l'était maintenant. Il regarda directement dans les yeux du jeune homme. « J'ai enterré de meilleurs hommes que toi quand j'étais plus jeune que tu ne l'es maintenant, » dit-il calmement, les mots étant uniquement pour Jacques. La confusion remplaça la rage dans l'expression de Jacques, puis la honte commença à s'infiltrer alors que la réalité frappait. Il avait frappé un ancien combattant âgé. Mais l'orgueil ne le laissa pas s'excuser. Au lieu de cela, il recula vers la porte, pointant un doigt vers Guillaume. « Votre temps est révolu, le vieux, le monde a changé. » La clochette tinta lorsqu'il partit. Guillaume se laissa retomber dans la banquette, la main sur sa joue brièvement avant de retourner à son café. L'ensemble de l'épisode dura moins de 3 minutes, mais tout le monde savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'important. Un affrontement entre des générations de soldats séparés par le temps et la nature changeante de la guerre elle-même. « Dois-je appeler la police ?» Rosalie s'approcha prudemment. « Non, » dit Guillaume calmement. « Pas de police. Le garçon a assez de démons. » Rosalie hésita puis acquiesça. « Au moins, laissez-moi vous apporter de la glace. » Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, le regard de Guillaume dériva vers la photographie sur le mur. Lui et Daniel, 1984. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, avant que son fils ne parte à 17 ans avec le feu dans les yeux et la rébellion dans son cœur. Guillaume se demanda si la colère de Daniel s'était jamais estompée, ou si elle s'était simplement durcie en quelque chose de permanent, comme des éclats d'obus qui s'enfoncent plus profondément dans la chair avec le temps. Le téléphone sonna 3 minutes après le départ de Jacques. Rosalie répondit, la voix étouffée alors qu'elle jetait un coup d'œil vers Guillaume. C'était Thomas Blanchard. « Il est en route. »« Oui, il est toujours là. »« Non, il ne me laisserait pas appeler la police. » Guillaume acquiesça, sans surprise. Dans une ville comme Moulins, les nouvelles voyagent vite. Thomas Blanchard avait été son opérateur radio après la mort de Marcel. L'homme que Guillaume avait traîné sur 200 mètres sous le feu chinois à Chauzin, tous deux laissant des traînées de sang dans la neige. Thomas avait perdu une partie de sa jambe gauche à cause des engelures, mais avait survécu pour devenir chef de la police pendant 30 ans. Rosalie s'approcha à nouveau. « Guillaume, je dois vous demander quelque chose. Ce n'est pas à propos de la note, c'est à propos de Martine Hervé. Elle est toujours en contact avec son fils chez les anges de l'enfer, n'est-ce pas ?» Les yeux de Rosalie s'écarquillèrent. « Guillaume, je n'appelle pas les Hells Angels. »« Pas à propos de Jacques, » dit Guillaume. « À propos de Daniel. » Rosalie se figea. En 20 ans, elle n'avait jamais entendu Guillaume prononcer le nom de son fils. « Vous savez que le garçon de Martine roule avec le même chapitre ?» La voix de Guillaume resta calme. « J'ai besoin de savoir s'il peut faire passer un message à Daniel. » Elle l'étudia. « Ça fait quoi, 37 ans? Vous êtes sûr ?»« 37 ans, corrigea doucement Guillaume. Et non, je ne suis pas sûr, mais j'ai 81 ans. Je suis à court de temps pour être sûr des choses. » À 300 kilomètres de là, à Saint-Tropez, Daniel Carpentier était assis dans un coin du bar chez Marius, entouré par le chaos maîtrisé du rassemblement annuel. À 56 ans, il se tenait avec une confiance acquise grâce à 20 ans de loyauté. Sa barbe poivre et sel était soignée, ses mains calleuses après des décennies de travail sur les moteurs. Les écussons des Hells Angels sur son gilet forçaient le respect. Vice-président. Chapitre originel. Le téléphone dans sa poche vibra. Il sortit dans l'air chaud d'août, épais d'échappement et de viande grillée. Le numéro n'était pas un numéro qu'il reconnaissait. « Carpentier », répondit-il. « Daniel, c'est Martine Hervé. » Son expression s'adoucit. « Maman Hervé, tout va bien ?» Il y eut une pause. « Non, mon chéri, c'est à propos de ton père. » La mâchoire de Daniel se crispa, de vieux réflexes se réveillant. « Qu'est-ce qu'il a ?»
Il y a eu un incident au bistrot de la Victoire ce matin. Un jeune vétéran, un garçon troublé, il a frappé ton père. » Les mots frappèrent, comme des coups physiques. Malgré 37 ans de silence, la pensée que quelqu'un puisse blesser son père alluma quelque chose de primal. Est-ce qu'il est blessé? Non, juste secoué. Mais Daniel, Rosalie a dit qu'il avait demandé de tes nouvelles, a dit qu'il voulait trouver un moyen de te contacter. Daniel se détourna du bar, marchant vers des rangées de motos. Sa propre moto, une Softail de 1989 méticuleusement entretenue, se tenait parmi elles, le chrome brillant. Après tout ce temps, sa voix devint silencieuse. « Pourquoi maintenant ?»« Je ne sais pas, mon chéri. Mais il a 81 ans. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, il est peut-être temps. » Daniel passe une main sur sa barbe. « Le gamin qui l'a frappé, dit finalement Daniel. Tu sais quelque chose sur lui ? Jacques Morin, vétéran d'Afghanistan, chasseurs alpins. Il a des problèmes depuis son retour. SSPT, alcool, a perdu son travail. Chasseur alpin, comme Michel. Le lien ne fut pas perdu pour Daniel. Maman Hervé, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Découvre où habite ce type, Morin. Ne l'approche pas. Donne-moi juste une adresse. Et dis à Rosalie que je la contacterai. » Daniel retourna à la table où 5 anges attendaient. « Frère, il y a un problème. Je dois retourner dans l'Est pour quelques jours. » Didier Valois, le président du chapitre, haussa un sourcil. « Tout va bien ?» Daniel hésita. « Mon père a été attaqué par un vétéran troublé. Je dois m'en occuper. Ton père. » La surprise de Didier était compréhensible. Le type de la guerre d'Indochine, récipiendaire de la Légion d'honneur. Daniel corrigea, bien qu'il ne la porte jamais. Les hommes échangèrent des regards. « Tu as besoin de compagnie ?» demanda Marc Rodriguez, ancien marine des forces spéciales. « Ça ne ferait peut-être pas de mal d'avoir des visages amicaux avec nous. Volontaires seulement, cependant. C'est une affaire personnelle. » Tous les 5 acquiescèrent sans hésitation. « Nous roulerons à l'aube, » dit Daniel. En tenue complète, longue route devant nous. Alors que la soirée tombait sur Moulins, Jacques était assis seul au dernier bar avant la fin du monde, un bar louche qui s'adressait à ceux qui préféraient boire sans conversation. Le whisky ne fit pas grand-chose pour atténuer la honte qui le rongeait de l'intérieur. Il avait frappé un vieil homme, pas n'importe quel vieil homme, mais un ancien combattant, un récipiendaire de la Légion d'honneur si les rumeurs étaient vraies. Et le père du capitaine Carpentier, l'officier qui avait sauvé la vie de Jacques en Afghanistan, au prix de la sienne. « Morin !» appela le barman. « Téléphone pour vous. » Jacques fronça les sourcils. Personne ne devrait savoir qu'il était ici. Qui est-ce? N'a pas dit. A juste demandé après vous par votre nom? À contre-cœur, Jacques se dirigea vers le téléphone public. Allô? Jacques Morin. La voix était mesurée, autoritaire. Ici Thomas Blanchard, ancien chef de la police. L'estomac de Jacques se serra. Écoutez, si c'est à propos du bistrot. C'est et ce n'est pas, interrompit Thomas. Je n'appelle pas en tant que flic. J'appelle en tant que quelqu'un qui comprend ce que vous traversez mieux que vous ne le pensez. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'en doute. J'ai perdu ma jambe au barrage de Chauzin en 1950. Thomas continua. J'ai passé 2 ans dans les hôpitaux militaires. Je suis rentré dans un pays qui avait déjà oublié qu'il y avait une guerre. Ça vous dit quelque chose? Le parallèle ne fut pas perdu pour Jacques. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Rien. Je veux vous donner quelque chose, de l'information. La voix de Thomas baissa. L'homme que vous avez frappé aujourd'hui, Guillaume Carpentier. Il m'a sauvé la vie en Corée, m'a traîné sur 200 mètres sous le feu chinois avec une balle dans son épaule. Ils lui ont donné la Légion d'honneur pour ça, bien qu'il ne la porte jamais. Jacques ferma les yeux. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Guillaume ne le crie pas sur tous les toits. Mais voici ce que vous devez vraiment savoir.
Le capitaine Michel Carpentier, l'officier qui est mort en vous sauvant, vous et votre unité, dans le Haut-Karabagh, était le fils de Guillaume. Jésus-Christ, murmura Jacques. L'autre fils de Guillaume, Daniel, est en route pour Moulins avec certains de ses amis motards, les Hells Angels. L'implication était claire. Vous me prévenez de quitter la ville? Le rire de Thomas ne contenait aucune humeur. Mon garçon, si la fuite résolvait les problèmes, je l'aurais suggéré il y a des années. Non, je vous le dis parce que vous méritez de savoir ce qui va arriver, et parce que Guillaume Carpentier mérite mieux que ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est à vous de voir. Mais si j'étais à votre place, je me désintoxiquerais, je me nettoierais, et je trouverais un moyen de réparer cela avant que ça n'empire. Guillaume sera au bistrot de la Victoire demain matin à 8h15, comme toujours. Il est raisonnable, plus raisonnable que son fils ne pourrait l'être. La ligne devint muette. Jacques retourna à sa table, évitant le verre de whisky. À travers la fenêtre crasseuse, il pouvait voir les rues assombrissantes de Moulins. Le capitaine Carpentier avait cru en lui une fois, avait vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Il était peut-être temps que Jacques cherche aussi ce quelque chose. Guillaume ne pouvait pas dormir. La conversation avec Thomas l'avait laissé agité. Daniel rentrait à la maison, pas seul, mais avec ses frères Hells Angels. Reste à savoir si c'était pour une réconciliation ou une rétribution. À 3h17, Guillaume abandonna complètement. Il se déplaça dans la maison sombre jusqu'au garage où son petit atelier occupait la moitié arrière. C'était son sanctuaire, où il restaurait des moteurs anciens, trouvant la paix dans la certitude mathématique des pistons et des engrenages. Il alluma les lumières. Au centre, partiellement recouverte d'une toile, se trouvait son projet en cours, une Mustang de 1967 en vert Highland. Guillaume avait acheté la carcasse rouillée il y a 5 ans, la ramenant lentement à la vie. La voiture avait été le rêve de Michel. Ils avaient parlé d'en restaurer une ensemble, lorsque Michel prendrait sa retraite de l'armée. Maintenant, Guillaume travaillait seul, un hommage aux promesses jamais tenues. Il retira la bâche, passant sa main le long de l'aile. La carrosserie était presque complète, le moteur V8 d'origine reconstruit. Seul l'intérieur restait inachevé. Sur un établi voisin, Guillaume prit une photographie encadrée de Michel en uniforme de cérémonie, le jour de la remise des diplômes de Saint-Cyr. Le sourire fier, si semblable à celui de Marguerite, les épaules déterminées, si semblables à celles de Guillaume. « Ton frère rentre à la maison », dit Guillaume calmement à la photographie. Après tout ce temps, il continua, donnant voix à des décennies de pensées retenues. « J'ai mal géré ça avec lui, avec vous deux. J'en attendais trop. Je vous ai plié vers ce que je pensais que vous devriez être, au lieu de voir ce que vous étiez. » Sa voix se brisa. « Vous m'avez pardonné. Daniel n'en a jamais eu l'occasion. » Le regard de Guillaume se déplaça vers un coffre-fort en métal sur une étagère haute. À l'intérieur se trouvait une clé qu'il avait conservée pendant 37 ans, la clé de la Harley Sportster de 1982 de Daniel, la moto qui avait été le point de rupture finale. Guillaume avait refusé d'accepter le choix de Daniel de rejoindre la culture motarde, avait qualifié cela de gaspillage de potentiel, n'avait pas vu que son fils cherchait la même fraternité que Guillaume avait trouvée à la guerre. Au moment où Guillaume comprit son erreur, Daniel était parti. « J'espère bien faire cette fois-ci », dit Guillaume au garage vide. L'aube se leva sur Moulins avec une clarté dorée. Guillaume se tenait sur son Porsche, le café lui réchauffant les mains. Le grondement des moteurs rompit le silence alors que Daniel et 3 anges s'arrêtaient dans l'allée. Ils avaient passé la nuit à l'hôtel, les 2 hommes reconnaissant silencieusement qu'ils n'étaient pas prêts pour plus. Daniel descendit de sa moto en levant ses lunettes. À la lumière claire du matin, la ressemblance était frappante. La même mâchoire, le même regard fixe, la même posture équilibrée. « Bonjour, papa », dit Daniel, le terme maladroit après des décennies. « Le café est chaud », répondit simplement Guillaume. Les autres anges restèrent près de leur moto. Daniel fit un signe de tête vers le garage. « C'est là que tu la gardes? La Mustang ?»
L'expression de Guillaume s'adoucit. Et ta Sportster. Toutes les deux sous des bâches, bien entretenues. Un fantôme de sourire toucha les lèvres de Daniel. Tu as toujours été méticuleux avec les moteurs. Entre. Nous devons parler de ces enquêteurs de la sécurité sociale. La maison frappa Daniel comme une force, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle ne l'avait pas fait. Les mêmes meubles, les mêmes photographies figées en 1984, comme si la maison avait retenu son souffle. Le pick-up de Jacques s'arrêta derrière les motos. Le jeune ancien combattant émergea avec une meilleure mine, toujours hanté, mais avec un but dans ses mouvements. « J'ai invité Morin tôt », expliqua Guillaume. « J'ai pensé que nous devrions présenter un front uni. » Les sourcils de Daniel se levèrent. « Tu lui fais confiance maintenant ?» Guillaume fit une pause. La confiance se gagne lentement. Mais un homme mérite la chance de la gagner. Le message n'était pas subtil. Thomas arrive à 9 heures avec tout ce qu'il savait. L'équipe de la Sécu arriverait à 10 heures. 2 enquêteurs prétendument en train de réviser les citations de la Légion d'honneur pour l'exactitude historique. Quel est leur véritable objectif ? Demanda Daniel. Politique, coupe budgétaire, dit Guillaume. Trouver quelques médailles à retirer, prétendre que le système est en cours de vérification. Thomas dit qu'ils ont déjà retiré 5 médailles à des anciens combattants du Vietnam pour des raisons techniques. Utiliser des héros pour économiser de l'argent, dit Jacques avec dégoût. C'est bas. Il s'agit de créer un précédent, corrigea Guillaume. Aujourd'hui, ce sont les anciens combattants d'Indochine trop vieux pour se battre. Demain, ce sera l'Afghanistan, l'Irak. Créer un doute sur qui mérite d'être reconnu. Plus facile de le nier complètement. Ses yeux croisèrent ceux de Jacques. Plus facile de nier le traitement aussi. 2 voitures arrivèrent, les contacts de Thomas, des hommes âgés qui avaient été à Chauzin avec Guillaume. Renard avec son déambulateur, Martin en fauteuil roulant. Tous deux étaient là le jour où Guillaume a gagné sa médaille. À 9h45, le salon de Guillaume s'était transformé en un conseil de guerre. « Ils essaieront de nous séparer », prévint Thomas. « Nous ne laissons pas cela se produire. » La frappe arriva ferme, autoritaire. Guillaume ouvrit la porte lui-même. 2 hommes en costume, les références tendues. « Monsieur Carpentier, je suis Alain Mercier. Voici Thomas Garnier, du ministère des Armées. Nous sommes ici au sujet de l'examen de votre Légion d'honneur. Je sais pourquoi vous êtes ici, répondit Guillaume calmement. Voici mes témoins. Toutes les questions que vous avez peuvent être posées devant eux tous. Le sourire de Mercier se crispa. La procédure standard exige des entrevues individuelles. Thomas s'avança. Ce n'est pas une enquête criminelle. Soit vous menez des entrevues avec nous tous présents, soit vous expliquez à vos supérieurs pourquoi l'accès vous a été refusé. Mercier évalua la pièce, notant le front uni. Très bien. Ils se déplacèrent vers la cuisine. Guillaume prit la position de tête, Renard et Martin à sa droite, Thomas à sa gauche. Daniel se tenait derrière la chaise de son père, Jacques et les anges autour du périmètre. « Monsieur Carpentier, » commença Mercier, « nous révisons les citations de la Légion d'honneur pour l'exactitude historique. Votre citation indique que le 7 décembre 1950, près du barrage de Chauzin, vous avez volontairement secouru 5 tirailleurs blessés sous un feu nourri. Est-ce exact ? C'est exact, confirma Guillaume. Et vous avez effectué ces actions sur ordre de votre officier commandant ? Le piège était tendu. Guillaume jeta un coup d'œil à Renard et Martin. Le capitaine Dupont a transmis l'importance de ne laisser personne derrière chaque fois que possible. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Le capitaine Dupont vous a-t-il spécifiquement ordonné de secourir ces hommes ? Avant que Guillaume ne puisse répondre, Renard se pencha en avant. J'étais le sergent de Guillaume à Chauzin. Le capitaine Dupont a donné l'ordre officiel de se retirer, oui. Mais il a aussi clairement fait comprendre, hors procès verbal, qu'il espérait que quelqu'un tenterait une récupération si la situation tactique le permettait. « Et vous avez entendu cela directement ?» demanda Mercier. « Oui, » confirma Renard, tout comme Martin, notre opérateur radio. Martin acquiesça. Le capitaine Dupont a dit «
et je cite, « Je ne peux ordonner à personne de retourner dans cet enfer, mais que Dieu m'aide, je ne peux pas non plus leur ordonner d'abandonner nos garçons. » Puis il a regardé directement le caporal Carpentier. Mercier fronça les sourcils. Cette déclaration n'apparaît pas dans les rapports officiels. Les rapports officiels capturent rarement la réalité du combat, intervint Thomas. Comme tout ancien combattant ici peut en témoigner. Nous avons le témoignage d'un autre survivant, Walter Chen, qui contredit ses souvenirs. Mercier insista. Monsieur Chen indique que le capitaine Dupont n'a explicitement ordonné aucune tentative de sauvetage. Walter Chen souffrait d'une grave hypothermie et d'une commotion cérébrale lorsque je l'ai trouvé, répondit Guillaume. Il dérivait entre la conscience et l'inconscience. Son souvenir serait naturellement compromis. Et il souffre actuellement de démence avancée, ajouta Thomas avec insistance, ce qui rend tout témoignage récent hautement suspect. Accusez-vous le ministère de la Défense de fabriquer des preuves, chef Blanchard ? Je déclare des faits médicaux sur l'état de santé de Monsieur Chen, répondit Thomas calmement. Ce que vous auriez découvert si vous aviez pris la peine de parler à ces médecins. La tension monta d'un cran. Monsieur Carpentier, dit Mercier, revenant à Guillaume, avez-vous ou n'avez-vous pas désobéi à un ordre direct? La question plana dans l'air. Guillaume avait passé sa vie à éviter les discussions sur ses expériences de guerre, minimisant son héroïsme. Mais maintenant, avec ses camarades à ses côtés, son fils derrière lui, quelque chose se déplaça. « Monsieur Mercier, commença Guillaume, la voix calme, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé à Chauzin le 7 décembre 1950, sans langage bureaucratique ni distinction technique. La pièce devint silencieuse. Il faisait moins 30 degrés. Le refroidissement éolien la portait à moins 50. Nous nous battions depuis 5 jours d'affilée, encerclés par des forces chinoises qui nous étaient 10 fois supérieures en nombre. Les yeux de Guillaume prirent l'air distant d'un homme voyant un enfer gelé. Notre position fut envahie à l'aube. Le capitaine Dupont ordonna le repli. Pendant le repli, nous avons réalisé que plusieurs hommes manquaient à l'appel, piégés dans un ravin à environ 300 mètres de notre nouvelle position. Les Chinois ratissaient la zone. Les mains de Guillaume reposèrent à plat sur la table. Le capitaine Dupont savait que renvoyer des hommes signifiait leur mort aussi. Il ne pouvait pas ordonner ce sacrifice. Mais il m'a regardé, juste un instant, et ce regard contenait tout ce qui existait entre des hommes qui comprenaient qu'il ne fallait laisser personne derrière. Son regard se fixa sur celui de Mercier. Alors oui, techniquement j'ai désobéi à l'ordre explicite de me retirer. Et oui, le capitaine Dupont ne m'a pas explicitement ordonné de revenir, mais certains ordres transcendent les mots. Certaines obligations existent au-delà des manuels. L'honnêteté brute transforma la procédure bureaucratique en quelque chose de profond. Je ne suis pas retourné pour une médaille, continua Guillaume. Je suis retourné parce que c'était de mes frères, parce que je pouvais les entendre appeler, parce que je savais que si les positions étaient inversées, ils viendraient me chercher. Sa voix s'adoucit. La médaille est venue plus tard, après que le capitaine Dupont ait été tué. La citation a été écrite par des officiers qui n'étaient pas là, qui avaient besoin d'une histoire d'héroïsme sans ambiguïté. Même Mercier sembla momentanément affecté. Éric rompit le silence. « Je pense que nous avons terminé ici. Mon père vous a donné la vérité. Ce que vous en faites vous regarde, pas lui. » Avant que Mercier ne puisse répondre, Jacques s'avança, retirant ses plaques d'identité de sous sa chemise. « Monsieur Mercier, j'aimerais verser quelque chose à votre dossier. » Il les plaça sur la table. Elles appartenaient au capitaine Michel Carpentier, Légion d'honneur, régiment parachutiste tué dans le Haut-Karabagh, le 20 juin 2012. Il était mon officier commandant, l'un des hommes qui l'a sauvé. La révélation plana dans l'air. Si vous vous demandez si le fait de désobéir aux ordres, de laisser des hommes derrière, disqualifie quelqu'un de la Légion d'honneur, continua Jacques, alors vous devrez revoir la médaille du capitaine Carpentier aussi et d'innombrables autres qui ont fait le même choix. Mercier ramassa lentement ses papiers. Monsieur Carpentier, je crois que nous avons suffisamment de clarification.
Il fit un signe de tête vers l'épingle de la Légion d'honneur que Guillaume avait retirée de son col. « Elle vous appartient, monsieur, gagnée grâce à des actions qui illustrent les plus hautes traditions de l'armée française. Nous allons conclure notre examen avec une recommandation que votre citation reste inchangée. » Il tendit sa main. « Merci pour votre service. » Guillaume se leva lentement, la main de Daniel le stabilisant, et accepta la poignée de main avec une réserve digne. Alors que Mercier et Garnier partaient, une expiration collective passa dans la pièce. Renard serra le bras de Guillaume. Leur a dit la vérité. Il était temps. « Merci à vous tous, dit simplement Guillaume. Éric serra l'épaule de son père. « Nous protégeons les nôtres, papa. Tu m'as appris ça, même quand j'étais trop têtu pour écouter. » 3 mois plus tard, le bistrot de la Victoire bourdonnait de l'énergie du samedi matin. Dans la banquette d'angle, 3